Ça fait partie du talent d'un bon DRH de faire accepter à une personne la voie non conflictuelle. Donc j'ai quitté cette entreprise. Alors j'arrive dans une société qui ne se porte pas bien, elle est sous tutelle, elle n'arrive pas à rembourser ses dettes. Responsabilité européenne, ça se résume à un site de production en France et un site de production en Angleterre, près de Manchester. Et donc, très rapidement, je suis confronté à l'absence totale de budget pour développer les gens, donc pas de formation, pas d'augmentation, etc. Mais également une volonté très claire du groupe de réduire les effectifs. C'est quelque chose qui ne m'a absolument pas été communiqué pendant les entretiens. En fait, j'avais même été engagé pour l'inverse, pour reconstruire la fonction ressources humaines. Que nenni, on va plutôt me demander de fermer un site. Donc je vais fermer le site de Manchester. La procédure, c'est la même qu'en France, excepté qu'elle est beaucoup plus rapide, et que les gens là-bas sont résignés. Alors moi je dis résignés, d'autres vous diront que c'est la mentalité là-bas. Voilà, c'est la vie pour eux, un site ouvre, un site ferme, c'est ainsi. C'était pas ça le plus dramatique. Le plus dramatique, c'est qu'en Angleterre, beaucoup de gens avaient opté pour se bâtir une retraite en investissant dans l'entreprise où ils étaient salariés. Et là, le fonds de retraite, il avait fondu, donc il n'y avait plus rien. Vous aviez des gens qui étaient à 2-3 ans de la retraite et qui savaient donc maintenant qu'ils allaient devoir travailler jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils n'avaient plus de retraite. Mais je n'y étais pour rien. La société n'y était pour rien, encore que. Donc l'Angleterre fermée, on a commencé à diminuer les effectifs aussi en France, et c'est là qu'on a fait ce que moi j'appelle les licenciements au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de PSE, on ne fait pas de plan de sauvegarde de l'emploi. Non, on va faire quelques personnes, de ci, de là, pour un oui, pour un non, pour des prétextes futiles, on va diminuer les effectifs. Et on avait même un objectif qui nous était donné par le DRH groupe, c'était d'en faire 5 par mois, qui venaient s'ajouter obligatoirement au départ naturel, fin de CDD, départ à la retraite, démission. Les managers devaient nous fournir les cibles, nous fournir un argument, même si l'argument était bénin, même si l'argument ne tenait absolument pas la route, la question n'était pas là, on avait l'ordre formel et militaire de diminuer les effectifs. Une des méthodes, alors c'est très simple, une des méthodes pour remplir la liste noire, c'est les fameux rankings forcés, sous-notation forcée, où les managers, quand ils font les entretiens annuels d'appréciation de leurs équipes, reçoivent un dictat qui est, dans vos équipes, vous devrez avoir X% dans la catégorie la plus basse. Et vous ne pouvez pas y échapper. C'est fait d'ailleurs au travers d'un logiciel. Donc, quand le manager rentre ses appréciations, il a beau taper des tas de phrases, etc. À la fin, ça se résume quand même par une cotation qui va de 1 à 5, ou parfois c'est des mots, mais bon, 1 à 5, 1 étant le plus bas, et on lui dit, tu devras avoir autant de pourcents de 1. Et globalement, il ne peut pas faire autrement. Le logiciel ne l'autorisera pas à faire autrement. Donc, il va le faire. C'est tous les ans, mais il arrive qu'en cours d'année, on va quand même modifier la notation de quelqu'un. Et donc, les 1, ceux qui ont été classés le plus bas, sont remontés. Souvent, il y a encore une passe plus haut où on en rajoute quelques-uns parce qu'on estime que les Français, souvent, n'ont pas été assez agressifs dans leur notation. Et puis, tous les gens qui sont en 1 vont rejoindre une liste. La plupart du temps, ils n'ont pas fait de mal. C'est le manager qui les choisit. On pourrait dire que tout le monde a le choix, mais il n'a pas le choix, sinon c'est lui qui va sauter. Et j'en ai d'ailleurs jamais vu qui ait dit non, je ne mange pas de ce pain-là. Ça peut être des critères tels que c'est une jeune femme, elle vient de se marier, à mon avis, elle va bientôt tomber enceinte. Ok, de toute façon, elle va partir, on va la sortir. Ça peut être quelqu'un qui est trop âgé. Et on espère pouvoir le remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ça peut être des personnalités qui ne sont pas assez dociles, ça peut être des personnalités qui risquent de lui faire de l'ombre. C'est vraiment à la tête du client, il n'y a pas d'autre raison. Donc une fois que malheureusement le nom d'un individu arrive sur cette liste noire, c'est très difficile de l'enlever. Ça ne signifie pas automatiquement sa condamnation au licenciement. Ça dépend de l'état de la société. Si c'est une année qui est une bonne année, si on n'a pas trop d'économies à faire,
on aura l'autorisation de faire de la formation, de faire du coaching, d'essayer d'en sauver quelques-uns, pas tous. Si par contre, on approche de la fin de l'année et qu'on n'est pas certain de faire les résultats, il faut faire des économies. Et donc là, on va avoir une pression très forte qui va être exercée sur les ressources humaines pour faire partir ces gens-là le plus vite possible. Sachant que de toute façon, au moins une fois par mois, on avait une revue de cette liste. On y allait nominativement. Nom par nom, qu'est-ce que vous avez pour celui-là? Qu'est-ce que vous avez pour celui-là? Pourquoi est-ce que celui-là est toujours dans la société? Pourquoi une formation pour celui-là? Pourquoi pas le virer, etc. Et on devait se justifier sur tous les cas. On n'a pas à remettre en cause la liste. C'était de l'exécution pure. France Culture, les pieds sur terre. Qu'est-ce que l'on constate depuis le début des années 90? C'est que le nombre de licenciements pour motifs économiques ne cesse de diminuer et que le nombre de licenciements pour motifs personnels ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il suffit de regarder la courbe pour s'apercevoir que l'on continue chaque année à licencier de plus en plus pour raisons personnelles et de moins en moins pour raisons économiques. Parce que c'est moins contraignant, parce que c'est moins coûteux. Quand dans un cas de licenciement où on a malheureusement, la personne choisit la voie conflictuelle, on va avoir une conversation avec où je vais devoir lui reprocher quelque chose. La plupart du temps, les dossiers sont très très maigres, puisque, bien entendu, il n'est pas dans mon bureau parce qu'il a fait quelque chose que l'entreprise lui reproche, il est là simplement parce qu'à un moment, quelqu'un a demandé qu'il sorte. Donc, je vais, avec son manager, parce que je ne peux pas le faire tout seul, avec son manager, on va essayer de trouver quelque chose, en général, une broutille, on va être très clair, qu'on va monter en épingle. Je vais lui exposer cette broutille. Son manager s'était contenté, à l'époque, de lui faire remarquer qu'il devrait faire attention, et puis c'est tout. Ça n'avait pas été plus loin, ce qui vous montre que c'était une broutille. Mais quand, tout d'un coup, il faut sortir cette personne, et que je demande au manager, t'as quelque chose dans ton dossier? Le manager, il lève un peu les yeux au ciel, il dit, oui, il y a 2-3 semaines, il y a bien un mail qu'il a envoyé. Et ben voilà, on a notre astuce. Et donc, ensuite, on a la victime devant nous, et comme il n'a pas choisi la voie non conflictuelle, on lui expose ce qu'on lui reproche, et effectivement, à ce moment-là, il va tenter de se défendre, et donc il est en train de nous fournir les arguments qu'éventuellement son avocat utilisera plus tard. Et ça va nous aider, nous, effectivement, à bâtir sa lettre de licenciement en répondant déjà ou en évitant d'écrire certaines choses qui iraient nourrir son système de défense, et on écrit des choses qui vont déjà torpiller une partie de son système de défense. Le rapport de force entre le salarié et l'entreprise est tel que quand l'entreprise a décidé de se séparer du salarié, le salarié n'a strictement aucune chance. Maintenant, quand vous avez dans l'entreprise des syndicats forts, effectivement, ça ne vous empêche pas de faire ce genre de choses, mais ça limite quand même la casse et la quantité. En environ 25 ans, j'ai dû licencier 1 millier de personnes, les 3/4 au travers de procédures collectives, les 200-220, comme je l'ai dit, par volontariat, et puis ensuite des licenciements individuels. Alors je vais dire une 50aine de licenciements individuels pour cause, c'est-à-dire pour faute la plupart du temps. Et sur ces 50, je pense qu'il y en avait peut-être, je ne vais pas dire une 20aine qui étaient justifiées, je n'aime pas le terme justifié, mais sur lequel il y avait un vrai dossier, et une 30aine qui ont été simplement parce qu'à un moment leur nom est apparu sur une liste et qu'on nous a demandé de le faire. Alors si on peut comparer un sportif, c'est plutôt l'archer, la personne qui fait de l'arc à flèche et qui vise le centre de la cible, qui est hyper concentré, et donc il doit tout contrôler. C'est plutôt cela. La réussite ou non, ça va se faire en quelques secondes. Moi, j'utilise parfois le terme de sniper, c'est-à-dire tireur d'élite. On désigne la cible. Le travail du DRH, mon travail, c'est de faire en sorte que la cible soit touchée. J'ai eu des licenciements plus difficiles que d'autres. J'ai eu des licenciements qui font que je me suis interrogé. Mais avant 2014, je n'ai pas remis en cause le système. Je ne m'interrogeais pas beaucoup, très clairement. Mais c'était mon métier, donc je le faisais parce que c'est ce qu'on me demandait de faire. Oui, j'étais performant, puisque quand je traitais un cas, c'était rapide, il n'y avait pas de bruit, les personnes ne s'apercevaient du départ. Je ne fais moi plus la différence entre des licenciements avec une faute réelle ou des licenciements où il n'y avait pas de faute. Pour moi, un licenciement, c'est du sale boulot. Il y en a qui sont plus sales que d'autres, mais c'est du sale boulot. Et quelqu'un de mon équipe me demandait, Didier, c'est quoi un licenciement réussi?
Et j'ai répondu, le licenciement réussi, c'est un licenciement dans lequel la personne sort la tête haute de ton bureau. C'est pas la peine qu'il sorte du bureau cassé. Et dans le cas des licenciements entre guillemets bidons, là aussi la personne, pour moi, doit sortir la tête haute en disant voilà, je suis écrasé par une machine, mais je peux me regarder dans la glace, cette machine n'a rien à me reprocher.